Bonjour, bonjour, c'est le nouveau Sharp. Donc tu rentres de vacances, Sandrine? C'était Oui, salut tout le monde. l'Asie du Sud-Est? Non, tu veux pas dire où tu étais? Oui, Vietnam, Cambodge, Oh là là. avec à la clé un genou cassé, mais je ne Oh là regrette rien. là. Bon, ça se va. Bon retour. Écoute, on est dans une actualité absolument délirante. Je pense que c'est bien d'avoir notre recul et de rester dans les clous de ce qu'on a fixé. À la fois un recul par rapport à l'IA et ce qu'elle entraîne. Et puis aussi, je pense, une réflexion plus générale, comme d'habitude, sur la culture et puis les médias. Alors, moi, j'ai un sujet qui est très anglais, mais en même temps très international sur le copyright et la façon dont les Anglais s'organisent pour faire contrepoids à la pression des GAFAM. Et puis, un petit sujet après sur Versailles. Et Bah, toi? effectivement, le sujet du collectif, je pense qu'on a du mal à parler du business as usual en ce moment. Et pourtant, les combats se jouent maintenant. Donc, bah, si on arrive à faire des actions collectives efficaces, ça va nous donner du baume au cœur aussi. Moi, mes sujets sont assez triviaux, je dirais. Je voulais parler de Alexa Plus et Ouais. de l'évolution des assistants vocaux. Ouais. Pourquoi on continue à travailler là-dessus et pourquoi ça vaut encore le coup d'investir dans ces assistants. Et puis, parler aussi de l'esthétique de l'IA et notamment de l'esthétique des partis populistes. Voilà. Écoute, on va commencer par effectivement une grande action collective qui a été mise en place par 1000 artistes anglais qui s'appelle Make It Fair. Il faut voir l'atmosphère qu'ils installent en disant voilà ce que l'IA nous propose. Et c'est sur le site de Make It Fair. C'est un monde, est-ce que c'est ce qu'on veut? Un monde finalement de silence. Ils visitent les plus grands studios anglais. Voilà, le gouvernement britannique ne doit pas légaliser le vol de la musique au bénéfice des sociétés de l'IA. Et chacun des titres correspond à l'album de silence qui a été posté sur Spotify et sur toutes les plateformes avec des bruits de studio vides. Donc c'est en gros la mort de l'artiste, la mort de la création. Et c'est vraiment, je pense, le cœur de l'histoire pour la pop anglaise, puisqu'on a tous en tête les grands enregistrements, Abbey Road et tout ça. Et je trouve que c'est une image très très forte. Ils ont vraiment bien pensé leur opération. Mm. Il n'y a plus que des instruments, il n'y a plus de musiciens. Et je pense que ça a secoué l'Angleterre. Et ce qui est aussi remarquable, quand on va sur le site, c'est qu'ils ont mobilisé la presse. Euh, Absolument. et ça, c'est aussi un signe très fort, parce que c'est le premier pays de la presse populaire, hein, l'Angleterre. Et ils ont joué cette carte pour que, voilà, en plus, AI, Make It Fair, avec AI au-dedans, c'est vraiment, je pense, un modèle du genre, avec tous les journaux avec la même une, le même jour. C'est dingue parce que les journaux ne sont pas capables de se mettre ensemble pour défendre leurs intérêts sur les mêmes sujets, mais quand il s'agit de relayer une initiative d'artiste, ça donne bien le statut quand même de l'artiste et sa capacité à mobiliser et C'est effectivement un exactement marketing ça. vachement bien, quoi. Enfin, C'est ça, c'est vraiment. Et puis c'est pensé, ils ont vraiment réfléchi. Tous les artistes sont présents, de McCartney à Ed Sheeran, en passant par Dua Lipa, enfin tout ce que l'Angleterre a fait. Et on se souvient des Jeux Olympiques où, à la fin, c'est la pop musique en fait, l'Angleterre. Et alors les chiffres qui sortent sont hallucinants puisqu'ils disent qu'en gros c'est 7 milliards l'année dernière de recettes. Et quand tu vas sur Make It Fair, pardon, c'est vraiment, ils disent qu'en gros, l'impact sur l'économie anglaise, c'est de 120 milliards. Donc, on est dans une mobilisation pour que les artistes, et pas que les plus grands, d'ailleurs, ça aussi c'est intéressant, s'en sortent. Et puis évidemment, il y a des sujets qui passent, qui expliquent d'expliquer le contexte. Et le contexte est assez impressionnant. oui, parce que Donc, pourquoi le gouvernement veut revenir là-dessus, en fait? Pourquoi le gouvernement veut ouvrir le robinet bah, des droits pour l'IA? on a déjà parlé de Keir Starmer qui veut réinventer l'Angleterre, notamment grâce à l'IA. Hein. Il a été le premier de tous les dirigeants occidentaux à dire qu'il fallait que l'IA soit partout. Quand il est arrivé, même dans sa campagne, et il voit dans l'IA une manière de booster l'économie anglaise, quoi. Et ils annoncent partout qu'ils sont le troisième pays de l'IA. En gros, derrière euh, les États-Unis, la Chine, il y a l'Angleterre. Alors, c'est pas complètement faux.
Hein, il y a Google Mind, qui est une société. Il y a eu 2 prix Nobel, il y a 2 Miss Hassabis. Une grande partie des profs qui ont créé l'IA sont anglais, à l'exception de Yann LeCun. Mais sinon, et puis, il faut voir aussi que même l'associé de Denis Hassabis, il est maintenant patron de l'IA de Microsoft, Mustapha Suleiman. Donc, ils ont une position tout à fait originale, tout à fait puissante. Et en revanche, pour ça, il était en train d'autoriser dans la loi la possibilité d'entraîner les IA sans système de licence et sans accord des artistes. C'est-à-dire, pourtant, c'est copyright, c'est même pas le droit d'auteur. Hein. Et ça a choqué, je pense, tous les artistes. Ça a choqué beaucoup de gens parce que, en gros, et comme il le dit très bien, en fait, c'est l'autorisation de voler sous prétexte d'entraîner. Et ça, c'est pas du tout un principe que les Anglais sont prêts à lâcher. Ils sont très flexibles, ils ont plein de. Mais c'est d'autant plus choquant pour eux qu'en plus, ce qui est expliqué, c'est que de toute façon, si vous le faites pas, ça sera fait de l'étranger en direct. Rien n'empêchera quelqu'un d'entraîner une IA avec comment dire, la capture de vos créations. Et donc, ça a provoqué beaucoup de presse. On peut regarder un sujet qui est un sujet plutôt professionnel. Voilà, les artistes. Évidemment, tout de suite, grosse visibilité. Ah bah évidemment, c'est les gens qui font rêver le pays depuis toujours. C'est la classe. C'est son soft power aussi. Quoi. Exactement, avec James Bond et la pop musique. Et puis, tu vois, une vraie reconnaissance du public. Enfin, voilà, lui, c'est un de ceux qui a organisé l'opération. Et il connaît bien l'IA aussi, c'est intéressant. And that's why this is so terrible. We're not saying get rid of AI, but all of us, thousands of musicians who've come together, are absolutely adamant that we need to protect the value of copyright. Alors, bien sûr, on voit tout de suite le Premier ministre, parce que c'est lui qui a insisté. C'est son secrétaire d'État qui essaie de passer cette loi. Ils ont fait une consultation, parce qu'il y a un rapport de force qui, du coup, maintenant est créé, comme dans toutes les bonnes actions collectives. Et ils ne sont pas contre l'IA, ils sont contre le vol. C'est une position beaucoup plus compréhensible par tout le monde. Ils ne sont pas à réac ou ils ne sont pas en train de défendre des droits. Ils disent on est en train de nous voler et donc on ne va plus pouvoir vivre. Parce que ce qui est derrière, c'est qu'effectivement, l'IA va faire de la musique sans musicien. Ce qui est déjà le cas sur les plateformes. Il y avait eu même d'ailleurs une enquête sur Spotify qui mettait en avant dans son algorithme les morceaux IA pour rémunérer le moins possible les artistes. Exactement. Donc, exactement. Et donc, on est bien dans quelque chose qui est l'illustration de ce dont tout le monde a peur sur l'IA. En gros, on va être remplacé par des machines. Et c'est les artistes qui montent au créneau. Donc, il y a une réaction émotionnelle. Je dirais quand les gens disent ça, ou les ingénieurs, et je trouve que c'est une réaction assez intelligente et assez forte, parce que la technique, on la connaît bien, la technique des hackers, hein, c'est ce que Zuckerberg avait totalement dit, move fast and break things, c'est la même chose que fait aujourd'hui Musk au gouvernement. Hein. Il faut taper très fort, aller très vite, avant que la loi ne puisse réagir, avant qu'on puisse réagir. Et après, on passe, et puis une fois, on renégociera. La réalité, là, les artistes disent non, on renégociera pas, on va se faire plumer, pour être cash, et donc il faut se battre maintenant. Donc c'est intéressant parce que c'est après la grève des artistes à Hollywood, finalement, une deuxième réaction qui, je pense, touche l'opinion publique. Hein, c'est pas du tout abstrait, et ça identifie bien l'angoisse collective sur ce sujet. Et c'est d'autant plus drôle que la musique, notamment en Angleterre, elle n'a pas toujours été pour la légalité. Elle a souvent même été révoltée, anti-système, punk et tout ça. Et donc, on se rend bien compte qu'il y a on va dire un nouveau paradigme, en tout cas quelque chose qui dit attention, là, on franchit une cote. Et le sujet de Channel 4 qu'on va regarder le montre bien, parce qu'il commence carrément sur les Sex Pistols. Bah oui, parce que... It's hard to think of another group of humans, let alone a non-human entity, that could have come up with this anthem for those wanting to fight the system. I wanna
Et c'est vrai que c'est Ouais. une partie de l'ADN de la pop anglaise. One member of the Sex Mais d'ailleurs, Pistols right now is to ça pourrait defend être the current le system of backlash de copyright l'opération. threatened by a On le voit potential bien sur change in the Hollywood, il law, y a une which espèce de would force backlash de haine artists des to opt élites out if they en didn't disant want oui, AIs ils sont plein trawling their d'argent, work. puis ils sont là en train de demander. Il pourrait y avoir ce backlash. Attendez, vous êtes fortunés, ça va pour vous. Ben là, en plus, on C'est voit un vraiment ancien ce- Sex Pistols, tu vois, qui est devenu un gentleman anglais avec des cheveux gris comme il faut. Et il dit, mais attention, là, c'est pas simplement une histoire Today, d'argent, a c'est voilà, thousand c'est la mort musicians have de released the la mort du album petit Is cheval, This quoi, What la You mort de la Want? création. Je trouve que on n'est pas dans la même position parce que nous, on est en Europe. Le gouvernement en français, pendant le sommet pour l'IA, a assumé la position sur la culture. Donc, on n'est pas du tout dans le même contexte. Mais en revanche, je pense que ce qui se passe en Angleterre peut avoir pas mal d'écho, notamment si le gouvernement anglais fait marche arrière. Après, ce qui est compliqué, c'est comme d'habitude, c'est l'implémentation. Parce que ils proposaient un système d'opt-out, c'est-à-dire que si les artistes n'étaient pas d'accord pour être utilisés, ils avaient le droit de le dire. Le problème, c'est que personne n'a les moyens de contrôler quoi que ce soit. Quand Ouais. le opt-out il est sur un LLM qui est utilisé, entré dans un autre pays, il faudrait qu'il puisse suivre toutes les utilisations et à chaque fois dire non. C'est impraticable. Donc on est dans une situation où peut-être ce rapport de force va bloquer ce que le gouvernement essaie de faire, parce qu'il ne peut pas avoir tous les artistes sur le dos. C'est juste impossible en termes d'image. Et précisément, avec ce que tu disais, ils ont été très intelligents. Ils ont dit non, mais ce n'est pas que les grands. Ils ont dit c'est toute la musique anglaise, c'est tous les musiciens qui vont trinquer. Et là, je pense qu'on est aussi dans une évolution des discours. La crise de la télé, la crise de Hollywood, c'est une crise effectivement aux yeux de l'Amérique de privilégiés, malgré tout. Et puis ils ont la possibilité de se faire entendre. Là, je pense qu'ils ont été plus loin. Mais c'est une réaction démocratique. Je pense que le gouvernement ne peut pas céder. Enfin, il peut pas prétendre que c'est l'IA qui doit dicter le contrôle, surtout un gouvernement travailliste, quoi. Oui, Après, puis l'opt-out, ça revient à dire, en fait, on organise un système de vol, donc tu en es ou tu en es pas. Voilà. Donc, en fait, on développe une économie. Donc, on ne touchera pas à notre condition qui est qu'on te vole, mais par contre, tu peux ne pas accepter de te faire voler. Mais ça revient à dire que rien n'est négociable. Exactement. Et puis surtout, de toute façon, tu seras piraté. Parce que, donc, de toute façon, tu es condamné à être piraté. Et je pense que ça ne passera pas au niveau des opinions publiques. Et ça ne passera pas parce que ça deviendra symbolique, en fait, de ce que tout le monde a peur sur l'IA. Et je pense aussi que c'est un des premiers backlash que les Américains vont vivre. En plus, ça se passe en Angleterre. Quand on a l'administration américaine qui est ouvertement pro-tech, à un point qui est, à mon avis, ça va faire partie d'une espèce d'anti-américanisme de base, pour dire, non, en fait, c'est de la prédation, en fait. C'est pas du tout de la création, c'est de la prédation, c'est ce qui est le plus sauvage. Ce discours ambiant qui est, réglementer, ça freine l'innovation. Moi, je voudrais qu'on me donne des exemples concrets. Parce que finalement, s'il y avait un accord de rémunération variable, ils commencent leur activité, donc les artistes vont rien gagner. Mais dites-moi quand ça a empêché de faire un produit. Au contraire, et même, il faut aller encore plus loin, parce que les mêmes gars qui te disent ça va ralentir, ils investissent des milliards dans des puces électroniques, dans des GPU. Donc, il y a un problème. Si tu crois vraiment à ce business, tu donnes une rémunération, tu donnes un... Et en plus, il y a un autre argument, ils disent on n'y arrivera pas. C'est pas vrai. Quand on construit, on entraîne un modèle, on sait exactement ce qu'on a mis dedans. Parce que sinon, on ne pourrait pas l'améliorer. Et donc, il y a, je pense, une mauvaise foi totale, une manipulation, il faut l'appeler comme elle est, probablement venue de Californie et de tous ceux qui sont effectivement aujourd'hui alignés sur Trump, de Peter Thiel à tous les autres. Et je crois que c'est un problème politique aujourd'hui. C'est pour ça que ça va être très intéressant de voir comment... La tech est politique aujourd'hui. Il n'y a pas un sujet tech qui ne soit pas politique. Et en plus, sur quelqu'un qui veut une gauche moderne, en fait, Keir Starmer, et qui donc exactement au moment où il va falloir qu'il fasse des choix, et on ne voit pas pourquoi il n'obligerait pas, soit en s'alignant sur les AI Act européens, soit en demandant des contrôles techniques. Il y a des choses qui s'appellent des watermarks. Chaque fois qu'on met quelque chose dans un système, on peut le suivre. Donc, c'est absurde. Et je pense qu'il y a effectivement quand même beaucoup de lobbying de la tech, mais il y a un côté un peu suicidaire, finalement.
Ou en tout cas, on va essayer, et puis si ça passe pas, on Ouais, négociera. si ça passe, voilà, Voilà. on n'est pas Et la bonne on voit approche. d'ailleurs les modèles, on a parlé des modèles maintenant qui vont être sains sur le cinéma. Voilà. À suivre. Eh oui, résistance. Il faut résister. Écoute, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à suivre toutes les annonces sur l'IA et c'est vrai que ça paraît presque dérisoire par rapport à d'autres choses qui se passent. Néanmoins, il y a des tendances qui continuent de s'affirmer, et notamment le grand retour du vocal. Oui. Donc Alexa, l'assistant vocal d'Amazon, a annoncé une nouvelle version Alexa Plus qui intègre de l'IA. Je crois que c'était cette semaine ou là, il y a quelques jours, avec une keynote assez séduisante. Alors, pour rappeler ce qu'est Alexa, Alexa, c'était un peu le bébé de Jeff Bezos. Ça a été lancé en 2014, avec dans l'idée que l'interface entre le client Amazon et Amazon pour la collecte de données et pour le shopping et pour plein de choses serait cette interface Alexa. Alors, Alexa, c'est le software. Ensuite, il est accessible via une enceinte connectée Echo ou via Fire TV ou via les éléments de domotique de la maison ou via la voiture. Hein. Donc, c'est vraiment c'est un canal de conversation exclusif, une enceinte acoustique. Donc, ça a toujours été le bébé de Bezos et il l'a beaucoup mis en avant, et Amazon a fait pratiquement 3 ou 4 pubs du Super Bowl, assez marrantes d'ailleurs, sur Alexa, avec vraiment l'idée d'être l'interface émotionnelle entre Amazon et ses clients, quoi. Donc, il y a cette perte un petit peu de la promesse, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a en gros dans le monde une personne sur 5 qui utilise une interface vocale, ce qui est super, mais il y a 40% des gens qui s'en servent tous les jours, mais il y a 15 à 20% des gens qui, au bout de 15 jours, ne s'en servent plus. Donc, il n'y a pas un usage encore absolument optimal, et surtout, l'économie de l'assistant vocal pour Amazon, c'était qu'on ne faisait pas de l'argent sur le device, on faisait de l'argent sur les usages. C'est finalement en faisant du shopping via Alexa qu'on retrouvait son investissement. Ce n'est pas ce qui s'est passé, puisqu'il n'y a que 17% des gens qui font du shopping via Alexa. Donc, quand il y a eu un plan de licenciement l'an dernier, la direction qui a le plus souffert, c'est la direction des devices. Et puis, ils étaient partis un peu dans l'innovation tous azimuts, des ours en peluche connectés, etc. Donc, ça peut rationaliser tout ça. Et surtout, entre-temps, est arrivé l'agent conversationnel. Donc, lui… L'IA générative, en fait. C'est ça Voilà. Donc via du texte ou de l'oral, sur n'importe quel device, PC ou smartphone. Alors, smartphone aussi. Oui, on serait tenté de dire, par exemple, Bixby de Samsung, Xiaomi aussi le sien, ou Google, tout simplement, Google Assistant. Alors, finalement, on serait tenté de dire, est-ce que ce n'est pas deux choses qui sont en train de converger? Des agents conversationnels qui étaient basés sur le texte et ensuite on fait du text-to-speech, et puis finalement des devices dédiés mais qui vont utiliser de l'IA. Et effectivement, Alexa Plus utilise l'IA d'Anthropic, Claude. Donc, parce qu'Amazon a investi dedans tout simplement. Donc, c'est effectivement le rapprochement entre les deux. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire? Quelles sont les nouvelles fonctionnalités que Alexa Plus est capable de faire? La première, c'est d'abord la grande différence entre un agent conversationnel et un assistant vocal, c'est qu'il est implanté dans le foyer et donc il parle à plusieurs personnes. Donc, il faut qu'il reconnaisse la voix de chaque personne et qu'il personnalise en fonction de chaque personne. Mais ça veut dire qu'il écoute tout. C'est ça aussi qui a fait peur. C'est de la ça peut être de la surveillance. C'est un des pain points du produit. Et c'est le corollaire de je collecte beaucoup de données. Ça veut dire qu'il faut pas se tromper dans ces réponses, puisque au lieu de donner une liste de réponses, on en donne une seule, donc il faut qu'elle soit pertinente. Donc, Alexa Plus va permettre d'analyser les voix différentes plus efficacement et d'enregistrer oralement
des éléments de personnalisation. Par exemple, si l'un des membres du foyer est allergique au gluten ou si un autre parle italien. Donc, il suffit de lui dire oralement je suis allergique au gluten. À chaque fois que cette voix-là se manifestera, si on demande une recommandation de restaurant, il tiendra compte de ça. Si on a une conversation qui est enregistrée, par exemple, là, on est en train de se parler, je suis en train de dire une horreur sur Jeff Bezos, parce que je trouve que la dernière fois qu'ils ont livré, c'était nul. Est-ce que ça intègre, et auquel cas on sait qu'il y a un scandale chez Apple sur lequel ils ont préféré payer parce que le téléphone finalement écoutait toute la conversation, et puis est-ce que c'est à la fois, ça a l'air séduisant, et puis quand tu te retrouves dans la pratique, j'ai une conversation, toutes les conversations de la maison sont enregistrées, et comment on peut alors, il y a déjà eu des dérives sur le Alexa de base. Ouais. Et maintenant, ils communiquent sur l'enceinte de confiance. Donc, après, jusqu'à quel point on peut tenir compte de ça. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de connaître personnellement chaque membre du foyer. Ensuite, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est d'analyser des images. Donc, par exemple, il y a les images caméra de la porte. Et si vous demandez qui a sorti le chien la dernière fois, il va pouvoir vous faire une réponse immédiate grâce au décodage de l'entrée. C'est assez malin, on ne peut plus mentir. L'autre chose très importante, c'est que jusqu'à présent, on pose une question, il y a une réponse. Là, on va pouvoir réaliser des tâches complexes grâce aux agents à partir d'une seule requête, donc une requête naturelle. Par exemple, lis mon résultat d'analyse et prends rendez-vous chez le docteur s'il y a besoin. Ah oui, sans qu'on ait soi-même. Voilà, décomposer ces tâches et vraiment utiliser les fonctionnalités des agents. Et puis, il y a aussi réaliser de bout en bout des tâches avec des sites partenaires. Donc, il y a plus de 10 000 partenaires qui ont des devices. Par exemple, si vous voulez qu'on vous gère votre agenda, la gestion des mails, etc., ça va venir directement dans ces sites partenaires pour venir faire ces tâches concrètes. Donc, quelque chose qui va vraiment ajouter de la naturalité et des utilités. Et on est obligé d'avoir le device, ou est-ce qu'on peut se dire, moi, je le prends sur mon téléphone et ça fait le job? Tu peux le prendre sur le téléphone, il faut charger l'app. Il faut charger l'app Alexa. D'accord, oui, donc c'est un robot. Donc, à tous les coups, on collecte ta donnée. De toute manière, pour te répondre efficacement. Et puis, il y a aussi tout ce qui est génératif avec les enfants et avec les personnes âgées. Donc, par exemple, créer des histoires pour les enfants à partir des requêtes qu'ils ont faites et donc de ce à quoi ils s'intéressent. Aussi, tout ce qui est autour de l'alerting des personnes isolées ou des personnes malades. Donc, il y a beaucoup de choses. Oui. Qu'est-ce qu'apporte l'IA? L'IA apporte plus de pertinence, mais encore une fois, le réglage est difficile et Apple a un petit peu reporté Apple Intelligence parce que encore une fois, on donne une réponse, donc si elle est fausse, c'est quand même embêtant. Et aussi, ça réduit le temps de latence des réponses, qui était un des gros défauts des enceintes connectées, quelles qu'elles soient, c'est qu'il faut poser une question super simple, puis attendre. Voilà, en termes d'ergonomie, ce n'était pas hyper naturel. On va pouvoir aussi personnaliser les voix. Enfin voilà, on passe vraiment un cap dans l'interface. Donc, finalement, c'est essayer de prendre le meilleur des deux mondes entre l'agent conversationnel en ligne et puis cette idée de conversation qui est quand même reliée à des devices, à du hardware, de l'équipement qu'on a dans la maison, donc notamment la domotique, en voiture. Voilà, il y a plein d'usages qui peuvent être meilleurs. Et notamment grâce à la rapidité, parce que quand on a trop de délais en voiture… Et puis elle est localisée dans le device. Alors, paradoxalement… Elle peut actionner des choses, c'est ça, elle peut actionner des choses chez toi. Moi, j'ai une espèce de crainte par rapport à la maison, alors que sur des scénarios professionnels, et on en avait vu un certain nombre quand les outils, notamment les outils professionnels, ont été lancés, ça avait l'air extraordinaire. Quelqu'un qui est avec un casque ou qui fait quelque chose d'autre et qui pose des questions, qui dialogue naturellement, ça, c'est vraiment, je pense, l'interface rêvée pour avoir un collègue automatisé qui fait les choses à ta place ou qui te corrige. On imagine tout à fait les scénarios. Et je pense que ça va faire partie de l'évolution de l'IA générative, avec finalement la nouvelle interface, pas simplement un chat, mais toutes les formes qu'on peut vivre d'interaction humaine. C'est les nouvelles interfaces, les interfaces qui existent. En revanche, je trouve que ça pose des sacrées questions
de comment dire, pas simplement de sécurité, parce qu'on a vu ce qui s'était passé avec les gens qui avaient hacké comment dire, les surveillants des bébés. En gros, tu pouvais totalement savoir ce que faisait l'enfant dans la maison sans y avoir mis les pieds. Tu pouvais même lui faire peur si ça t'amusait. Il y a eu des hackers qui ont fait des choses pas drôles, mais qu'ils ont trouvé eux drôles. Comment on va faire pour contrôler? Et est-ce que la machine permet à l'humain, à un moment donné, de dire non, mais là, stop, je veux pas que tu écoutes mes conversations au téléphone parce que ça ne te regarde pas ou parce que ça ne regarde personne d'autre que moi. Ou alors, on va rentrer dans un monde, on va dire, carrément parano, où on va rentrer dans un système de surveillance. Il y a des choses qu'on ne va pas dire parce qu'on sait qu'elles vont être enregistrées, voire retenues contre nous. Est-ce qu'ils en ont parlé? Parce que j'ai l'impression que tout ça est très IA-centrique. Ils sont tous en train de dire j'ai investi. Et il y a quelque chose qui m'a frappé, notamment sur la réaction anglaise. Les Anglais contestaient même en fait la légitimité du succès de l'IA. Ils disaient oui, bon, à part ChatGPT, c'est que de l'argent qui est perdu, ça marche pas, les gens n'en veulent pas. Enfin, et est-ce que ça va Mais pas est-ce que c'est complètement faux, hein? Parce que si on regarde les grandes prédictions autosuggestives des grandes boîtes de consulting, d'ici 3 à 4 ans, on allait faire des gains de productivité de dingue. Bon, il y a loin de la coupe aux lèvres quand même. C'est pas un succès. Enfin, on sent qu'il y a des briques qui sont intéressantes, mais dire que le monde IA-driven, bon, voilà, pas sûr. Ouais, Voilà. c'est comme la voiture Après, automatique finalement. On la n'est pas question de la mécontent d'avoir le volant. privacy, c'est une question plus générale. Alors, j'aurais tendance à te dire que de toute manière, Amazon a un certain contrat moral, entre guillemets, avec ses clients, notamment le Prime, et leur grande puissance, c'est vraiment d'intégrer des sources de données très différentes. Donc, je sais ce que tu achètes et quand tu n'achètes pas, je sais ce qui te fait rêver. Apple a une autre approche, donc peut-être c'est aussi ça, la préférence de marque qui va se créer par rapport à un Google Assistant, etc. En tout cas, pourquoi tout le monde continue sur l'assistant vocal? Je pense que c'est d'abord parce qu'il y a ce lien avec le réel que sont les terminaux et les canaux qui permettent d'offrir des services que l'IA virtualisée ne permet pas de rendre, et notamment effectivement tout ce qui est optimisation des objets, de la maison, de la voiture, etc. Bien sûr, bien sûr. Et puis aussi de garder une part de marché dans la bataille de l'attention par rapport à ChatGPT ou aux autres IA universelles. On voit bien que beaucoup de requêtes sont faites désormais non plus ni via Google, ni via les interfaces vocales, mais par ChatGPT. Donc, être le terminal dans le foyer qui donne la réponse unique, c'est quelque chose qui mérite qu'on dépense un peu d'argent. Voilà. Oui, il y a une compétition. Et sur des marchés comme la santé, par exemple, qui sont des marchés vraiment énormes, bien plus gros que le divertissement, et puis sur lesquels il y a encore des parts de marché à prendre. Surtout si ça passe par un device, en tout cas un accessoire, comme la montre ou les lunettes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, à partir de ta montre, on sait quel est ton pouls, on sait si tu as de la tension, on sait à quelle heure tu as dormi ou pas dormi, comme avec toutes les oreillettes, finalement, c'est un accès, si tu l'autorises, qu'on va te vendre sur ta santé. Et c'est vrai que, notamment pour les personnes âgées ou pour tous les systèmes de gens qui ont des difficultés de toute nature, respiratoires, la nuit, c'est déjà utilisé avec énormément de succès, parce qu'on peut anticiper des maladies, on peut anticiper des solutions en prévenant, en fait, en faisant de la prévention. Mais je pense qu'il va y avoir quand même pour le coup, des backlash aussi, au nom de la protection de la vie privée, au nom de l'intimité, en fait, tout simplement, parce que ou alors on vit dans un monde. C'est la même question d'ailleurs qui se pose pour les smart glass. Si tout le monde peut filmer avec des Ray-Ban, tout le monde est repérable dans le monde entier, puisqu'il suffit qu'il y ait de la reconnaissance faciale et on sait exactement si on t'a croisé au supermarché, à quelle heure tu étais au supermarché. Et tu n'en as pas conscience, tu n'as pas donné ton accord.
mais tu es filmé par quelqu'un qui a des lunettes qui te filme. Et ça, Ah, en Europe, c'est impossible. En Europe, il faut forcément voilà. faire un opt-in, voilà, mais ailleurs, non. Mais effectivement, moi, j'avais vu une démo d'un système d'un hyperviseur de Smart City où le use case, c'était, voilà, un enfant a été enlevé par une femme, son signalement, c'est un pull rouge. Eh ben, je clique et j'ai toutes les photos de femmes en pull rouge en temps réel où elles se trouvent. Ouais, Voilà. contrôle Bon, social, ils c'est le sont contrôle super social. contents de te montrer ça en disant qu'ils ont réduit la criminalité de 50% et tu te dis, au secours, quoi. Où est la sortie? Mais bon, là, Il y a après, eu il y a une... des cas horribles hein, où il y a eu des gens qui ont été accusés de crimes parce que l'IA était mal réglée et vous Absolument. avez Il y a un système de notation sociale et l'une des actrices, je sais plus comment, je me rappelle plus de son nom, chinoise, avait vu sa note dégradée. Elle s'est demandé Exactement. pourquoi. Et en fait, c'est parce que quelqu'un a traversé au vert alors que passait un bus où il y avait une publicité avec son visage. Et donc, on lui a attribué l'acte d'incivilité. Donc, ça, on en revient au sujet qui est que les clés de la réussite, c'est avant tout, avant d'être de confiance, être pertinent, c'est-à-dire répondre vraiment dans un mode conversationnel avec la vitesse requise et répondre juste puisqu'on ne donne qu'une seule réponse. Bon, on n'a pas fini d'en parler, il faut qu'on avance. Encore C'est pas jouer encore cette histoire. Mais c'est tant mieux, et je pense qu'il faut que les gens soient aware, comme disait Mais en tout cas, Claude le Van vocal Damme. reste un vecteur encore un peu sous-observé, sous-estimé de l'adoption de l'IA en mode conversation, quoi. Petit sujet plus culturel, vous voulez regarder un peu ce qui se passe à Versailles. Le 25 mars, il va y avoir des nouvelles applications immersives qui vont être lancées à Versailles. Et en plus, c'est intéressant parce que ça correspond à une tendance en fait d'usage du patrimoine pour réussir à faire revivre des réalités. En fait, il y a beaucoup de jardins disparus à Versailles, puisque Louis XIV utilisait énormément, disons, les divertissements pour asseoir son pouvoir, pour être poli, parce qu'il s'ennuyait à la cour. Et donc, Gédéon, qu'on suit depuis longtemps, et plusieurs sociétés comme Small Creative et Vives, donc c'est HTC, ont mis en commun leur savoir-faire pour recréer ces jardins qui ont disparu. Chacun des jardins a une histoire, et c'est des choses qui sont totalement inaccessibles. Et donc, parce qu'elles ont été détruites, en fait, tout simplement. Donc, c'est le principe qu'on a vu il y a longtemps sur des pyramides ou sur des lieux qui ont eu des histoires, appliqué à un lieu qui est toujours extrêmement vivant. Et donc, ça rajoute quelque part des expériences et des services. Ça rajoute, c'est un des lieux les plus vus de France. Pour tous les touristes et pour tous ceux qui, même à distance, voudront faire l'expérience. Donc, on est en train de passer à une industrialisation des expériences immersives, soit à l'occasion de visites où on est prêt à payer pour, parce qu'on a déjà payé pour rentrer là, on a déjà attendu, et pendant ce temps, on fait autre chose. Donc, c'est une nouvelle ligne de recettes, et Stéphane Millière, qui a été le précurseur de beaucoup de ces opérations, notamment autour de Pompéi, met en place tout un certain nombre de dispositifs avec des coproductions, avec des télés, avec des expériences, et on se rend compte que ça ajoute finalement énormément aux expériences culturelles. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que pour le coup, c'est très utile et les gens en fait décident de le faire et s'amusent. Et puis, de manière plus large, voilà, on voit ce jardin qui a disparu. Oui, c'est un patrimoine impermanent, le jardin. C'est ça qui est insaisissable. On peut pas le classer, on peut pas le conserver. Et c'est émotionnel. Pouvoir revoir ces fêtes, ces perspectives magnifiques de Versailles, c'était réservé à l'élite de la nation, à l'aristocratie. Et c'est devenu accessible. Donc il y a quelque chose à la fois de culturel, d'éducatif, de démocratique, qui je trouve est vraiment remarquable. Et c'est pour ça que je trouve que ça valait le coup d'en parler. Et puis derrière, il y a une institution qui est depuis très longtemps sur le numérique, qui ne fait pas que ça. Récemment, ils ont annoncé ce qu'ils ont fait avec Askmona et OpenAI, où il fallait que les jardins parlent. C'est une tendance, pas qu'en France, l'histoire des jardins, mais c'est une institution qui est en mouvement depuis très longtemps sur le numérique, qui a été parmi les premières à distribuer, enfin à faire des sites internet, et on s'en rend compte. Et puis quand on regarde tout ce qu'ils ont fait,
on se rend compte que ils ont fait Just Dance avec Ubisoft, ils ont fait énormément d'opérations depuis longtemps, visite virtuelle de Versailles à Macao, à Hong Kong, Immersailles, voilà. Je trouve que c'est remarquable de montrer que finalement cette institution, qui pour nous finalement est un peu un grand château, est déjà passée totalement au numérique, est déjà en fait inscrite avec en général des sociétés françaises d'ailleurs, dans cette modernité, quoi. Et ça, c'est plutôt là aussi une bonne nouvelle. Donc, comme on entend que des mauvaises nouvelles, c'est intéressant d'avoir des gens qui, dans le temps, ont réussi à faire des choses brillantes, utiles. Voilà. Oui, pas anecdotique en plus. Pas anecdotique. Vraiment, il faut saluer toutes ces sociétés, que ce soit Gédéon Média, que ce soit Small Creative, parce que c'est pas évident. Et aujourd'hui, ça a l'air de devenir quelque chose disons, d'intégré dans les gestions. Et en plus, ça génère des bénéfices pour tout le monde. Donc, on va pas se priver. Et c'est légal en plus, pour le coup. C'est une belle marque. C'est une marque sensible. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu avais envie de partager? Eh bien, je vais revenir à un peu plus de noirceur, malheureusement, avec un petit article de l'ADN, enfin petit, non, pas petit, mais un article un peu piquant dont le titre est, je regarde en même temps, « Pourquoi l'extrême droite surinvestit les images grotesques générées par IA ?» Le propos de cet article, qui est sous-tendu d'ailleurs par deux essayistes anglais, encore une fois, un gars qui s'appelle Gareth Watkins, qui vient d'écrire un bouquin qui s'appelle « IA, la nouvelle esthétique du fascisme ». Voilà, ça nous met dans l'ambiance. Essaye un peu de délier le fil de finalement l'utilisation de l'IA et de l'IA cringe par les dirigeants populistes d'extrême droite. Donc, Javier Milei le pratique beaucoup en se décrivant comme un lion indomptable. Non, c'est même pas ça, puisque ça vient d'ailleurs, ça. Évidemment, Trump avec sa vidéo très cringe sur Gaza, enfin qu'il a reprise. Voilà, cette idée d'une espèce d'appropriation de l'IA par ces courants-là, et d'une IA même un peu grotesque. Oui. Et donc, il y a plusieurs raisons à ça dans l'article. Je vous laisse évidemment le regarder en détail, mais je dirais grosso modo, il y a d'abord le fait d'un impératif d'occupation de l'espace médiatique, et donc l'IA permet massivement de produire beaucoup de films, et donc tous ces groupes qui agissent sur les réseaux sociaux aiment bien l'idée que finalement ils ont un creuset sans fond pour produire des images et de l'émotion. Il y a aussi une certaine jubilation à pirater des métiers traditionnellement de gauche et diplômés, de type créatif et artiste. Donc en fait, il y a une certaine jubilation cruelle à dire en fait on n'a pas besoin de vous. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire le fait de pouvoir mettre à l'agenda des sujets qui ne sont pas dissibles dans l'état d'une société, mais finalement les introduire petit à petit par l'humour, par la dérision, par des ballons d'essai à travers ces productions-là. Donc, je résume à l'extrême, mais je vous invite vraiment à le lire. C'est sur le site de l'ADN et c'est vraiment intéressant. Donc, est-ce que finalement, Grok, c'est le Leni Riefenstahl d'aujourd'hui? En tout cas, c'est triste parce qu'on descend encore en plus en esthétique. Mais alors, ça a toujours existé. L'agitation propagande, c'est le cœur de la révolution russe, et avec beaucoup d'artistes dans l'autre sens qui font la révolution. Des gens qui aujourd'hui sont des références absolues, des photographes, des peintres. Voilà. Donc, ça a été aussi un moteur, la création. Pareil, quand les nazis arrivent au pouvoir, il y a des photographes extraordinaires qui après se sont exilés aux États-Unis, qui ont, notamment à Berlin, détruit par l'intelligence finalement la propagande nazie, et qui sont après soit morts malheureusement, déportés, ou soit carrément exilés, et qui ont transporté ce savoir-faire aux États-Unis, notamment à New York, Donc, il y a heureusement, je pense, une autre réaction. En revanche, là où il faut le constater, la leçon n'a pas été retenue. Enfin, dans la newsletter du KIF, on parlait de cette phrase extraordinaire, cette vision extraordinaire d'Hannah Arendt, qui disait qu'en fait, en mélangeant le vrai et le faux, finalement, ça permet à tout le monde on perd le fil. On perd le fil du vrai et du faux et du réel. On discute aujourd'hui de l'opération de Gaza alors qu'elle est que
rien du tout. Enfin, en tout cas, politiquement, économiquement, c'est une c'est façon de la mettre à l'agenda, en fait. exactement. Mais la propagande des années 30 dont tu parles, il y avait quand même une recherche de beauté. C'était vraiment attraper les gens par la beauté, alors que là, il y a une certaine jubilation de la laideur, en fait. C'est ça c'est pas, il n'y a pas une recherche de beauté là-dedans. Il y a une recherche c'est pas notre de. beauté, c'est-à-dire c'est c'est ça que je trouvais intéressant dans l'article de l'ADN, c'est qu'en fait il dit c'est une esthétique qui permet de dynamiter l'information, qui permet de faire passer des messages. C'est un peu comme le gore ou le porno quelque part. C'est une expression brutale qui est une façon de dire des tabous, en fait, de briser des tabous. Enfin, toutes ces images de lions déchiquetés à la comment dire, à la scie électrique, c'est carrément délirant quand on Et puis regarde. il y a une vidéo où il décrit ses opposants comme un virus qui les rend zombies. Donc, je veux dire, On peut la voir. d'une grande violence. C'est d'une grande violence. Donc, c'est aussi une façon de ne pas se faire pincer dans l'insulte, de la fictionnaliser. Donc, c'est d'une immense violence, pour le coup, antidémocratique, quoi. C'est-à-dire Mm. qu'on ne traite pas son adversaire comme un. C'est une manière de déshumaniser, en fait. Exactement. Voilà, donc finalement, pouvoir produire à l'infini des images sans humain et aussi sans humanité, si je puis me permettre ce jugement de valeur, il y a une certaine jubilation là-dedans, quoi. Ah, mais on la voit même chez Elon Musk, hein, quand il décide de virer les fonctionnaires avec une scie électrique et qui se balade avec ça, Ouais. il est d'une part drogué. Il faut quand même dire aussi que ça vient d'une culture de la drogue. Donc, tout le monde est narcotrafiquant. Il y a une culture de la drogue derrière et des images hallucinantes. Et de briser des tabous. Et puis, c'est jouissif pour des gens qui, par ailleurs, sont très mal à l'aise dans la société. Ça s'adresse à souvent des jeunes hommes déclassés ou qui ont le sentiment du déclassement. Et donc, c'est une revanche, c'est un crachat, quelque part. Et comme c'est drôle, ça apparaît comme une dérision. Mais en fait, c'est d'un sinistre abouti. Et donc, je pense qu'ils ont raison. Et de toute façon, on a besoin d'en parler. Ça doit faire partie de l'autodéfense, finalement, qu'on doit avoir. Comme on a appris à lutter contre les fake news, il faut apprendre à lutter contre ces vidéos. Mais il faut d'abord, effectivement, que ce soit conscient. Et c'est pour ça qu'ils ont raison, je trouve, à l'ADN, de le démontrer. Pas simplement d'être dans la phase de réflexion ou de dégoût, parce que ça, c'est trop facile. C'est comment on fait. Et après, il faut espérer qu'il y ait des artistes qui relèvent le gant avec du beau, de l'intelligent. On en voit quelques-uns, notamment quand on avait vu le travail de David Zauder. On voit des artistes qui ont quelque chose à dire et qui nous élèvent quelque part. Mais effectivement, c'est pas ce qui marche en premier, quoi. Donc, je pense qu'il y en aura d'autres. C'est pas possible. En tout cas, merci. C'est un peu dur, mais bon, ça réveille. Les morts-vivants, là, c'est terrible, quoi. Mais de toute façon, il est comme ça. Et après, ça a marché en Argentine. C'est un pays qui souffre terriblement. Et il y a une cruauté, une vengeance sociale qui s'exprime là-dedans. Mais ça a commencé avec Modi et Bolsonaro, en fait. Ces techniques, par exemple, sur WhatsApp, de créer de grandes bases sur des sujets non politiques, et puis petit à petit, de mettre des mèmes, des films, des choses sur le mode de l'humour, et puis ça en fait partir certains, mais on garde ensuite une base, et donc ça a montré toute son efficacité. Je pense qu'on va le voir aux États-Unis en très grand, puisqu'il faut que le Parti démocrate se réinvente et quelque part trouve son Trump. Quand on voit ce député ou ce sénateur qui s'appelle Fetterman, qui arrive à l'inauguration de Trump même pas en short et en basket, tout le monde a dit mais qu'est-ce qu'il lui prend? Et en fait, lui, il a une stratégie, il a un côté très... et à côté de ça, il est tout à fait démocrate. Je pense qu'effectivement, ça va décoiffer. Il va y avoir sans doute des démocrates punk ou des... Voilà. D'autres... Parce que sinon, ça peut pas continuer. Ça sera carrément étouffant, quoi. En tout cas, merci. Et puis, ça donne... on a des choses à se raconter pour les semaines qui viennent. Oui, à suivre, toujours dans l'esprit de résistance. Oui, et puis de réflexion surtout. Merci beaucoup, et puis la semaine prochaine. Merci, et puis n'hésitez pas à nous faire vos commentaires et à nous dire éventuellement des sujets dont vous avez envie qu'on vous parle.
Merci beaucoup. Salut Sandrine. Ciao. Ciao.